Comment vous voyez maintenant avec le recul en fait cette évolution tout à l'heure on vous a eu en interview avec Olivier Delamarche à propos des éconoclastes, qui est ce groupe de réflexion assez critique quant à la situation économique actuelle et notamment à l'information qui est donnée au grand public. Du coup, d'où vient ce scepticisme et est-ce que vous pensez que cette évolution est plutôt saine ou au contraire qu'elle est mauvaise pour l'efficience du marché ? Alors savoir ce qui est bon ou mauvais, je veux dire que j'ai pas la prétention de pouvoir trancher. Par contre, observer des dérives et voir à quoi elles ont conduit, là, j'enfoncerai des portes ouvertes en vous disant que oui, il se produit des choses que je considère comme néfastes, nuisible, aussi bien pour le particulier même que le professionnel. On a vu des plateformes de trading disparaître parce que d'un seul coup il y a eu un problème de défaut de contrepartie ou parce qu'il y a eu des leviers beaucoup trop importants pris à un moment et puis on n'a pas pu s'en sortir. Et puis l'ultra-fréquence, ça c'est quelque chose qui dépasse le simple débat technique, qui devient presque un débat quasi philosophique. Parce que tout ce qui se déroule, évidemment, l'œil nu est incapable de l'appréhender. Les plateformes se font concurrence entre elles en disant voilà, chez nous le temps d'exécution il est du millionième, et puis non, moi je fais du 10 millionième, etc. Et on voit que tous les grands passeurs d'ordre, je prends une expression très générique, je ne veux pas stigmatiser ni les hedge funds, ni les divisions activités de marché des grandes banques, mais ils sont tous aujourd'hui reliés par quelques mètres de fibres optiques aux plateformes de trading, parce que eh bien, tout fonctionne à la vitesse de la lumière, et si le câble fait 100 mètres, eh bien, votre ordre sera passé avant celui qui a un câble qui fait 1 km. Et évidemment, ceux qui sont à 3000 km de là, leur ordre, même si on a envie de passer le même au même moment, on sera devancé par celui dont le câble, là, dont le lien fibre optique ne fait que 100 mètres. On en est là. Et là, on s'aperçoit que pour faire de l'argent, c'est plus en faisant du buy and hold ou en étant, comme on dit, sélectif ou en étant capable de faire des bonnes ségrégations au sein des secteurs et faire une approche top-down. Là, on s'aperçoit qu'on fait de l'argent en exploitant uniquement des différences de valorisation entre diverses plateformes et surtout en déclenchant des stops. C'est-à-dire en fait ces ordres qui protègent ceux qui ont beaucoup de leviers et qui veulent pas s'exposer à un risque de perte trop important. Et donc il y a des systèmes qui analysent les carnets d'ordre et qui voient qu'il y ait ou pas une tendance sur le marché, qu'il y ait ou pas d'informations sur une entreprise, qui voient qu'on peut aller déclencher à un moment un stop, vente ou achat. Donc on a des systèmes qui génèrent des faux carnets d'ordre, puisque 99% des ordres à l'achat ou à la vente sont éliminés, annulés avant l'exécution, dans la seconde. Donc on est dans une espèce de brouillard quantique. Ce sont des hologrammes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il existe quelque chose, on le voit en 3D, et puis lorsqu'on tend la main, on passe au travers, parce que tous les ordres, dès qu'il y en a un véritable qui rentre sur le marché, tous les autres s'annulent. Sauf évidemment ceux qui ont été rentrés comme des stops, parce que là on a affaire à des vrais investisseurs qui ont pris des vraies positions, et là paf, le stop est déclenché, immédiatement derrière c'est vendu ou c'est acheté face à pas de contrepartie, parce que la contrepartie en fait n'existe pas dans cet hologramme, et quand on a déclenché l'ordre d'achat ou de vente, derrière hop, on va pouvoir racheter et encaisser la différence. Et on arrive donc à des entreprises qui se sont dotées d'équipes de mathématiciens pour développer des algorithmes qui sont capables effectivement de manipuler, on peut pas appeler ça autrement, le carnet d'ordre et l'impression créée par ce carnet d'ordre, impression haussière, baissière, de volatilité, d'absence de volatilité, etc. Il y a une entreprise là qui va s'introduire bientôt en bourse qui s'appelle Virtu et qui se vante, puisqu'ils ont présenté leur
leur document d'introduction, d'avoir eu, je crois, 1200 séances de résultats positifs. Voilà, ils n'ont jamais perdu, sauf peut-être une fois, c'est peut-être le fameux, je crois que c'est ça. le fameux 6 mai 2011, où d'un seul coup, Wall Street a perdu 10% en quelques minutes sur un emballement algorithmique. Donc voilà, ce sont des gens qui ne perdent jamais, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas véritablement de position directionnelle sur le marché. Ils exploitent simplement des différences de valeur entre plateformes, et surtout, ils manipulent, là je le dis ouvertement, ils manipulent les carnets d'ordre de façon à profiter de déclenchements de stop qui ne sont justifiés par aucune information, par aucune prise de position de grands institutionnels qui voudraient je sais pas, intervenir sur telle ou telle valeur. C'est simplement que l'on a déclenché quelque chose, et immédiatement derrière on l'a racheté, et on ne déclenche une opération que si elle est déjà débouclée à l'avance et gagnante. Donc les logiciels ne travaillent que lorsqu'ils vont exploiter une différence positive. On n'est pas dans des gens qui vont prendre... on n'est pas dans la gestion, on est à milieu et à des années-lumière du travail de gestion, d'approche value, top-down ou ce que vous voulez, ou bottom-up. C'est chacun un petit peu sa tambouille et on va dire son affinité par rapport à une stratégie. Là, on est vraiment dans la manipulation pure. Goldman Sachs, je ne sais plus si c'était en 2009 ou 2010, avait accusé l'un de ses informaticiens d'origine russe qui avait développé un logiciel manifestement qui représentait quelque chose de très très important, une source de profit énorme pour Goldman Sachs. Ils accusent cet informaticien qui avait accepté un autre poste, prochain concurrent direct de Goldman Sachs, mais dans une firme qui faisait aussi du trading, l'accuse d'avoir volé les codes sources, le logiciel, etc. Et Goldman Sachs justifie la mise en branle de tout l'appareil judiciaire en disant « Ce monsieur est parti avec une technologie qui, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait permettre de manipuler les marchés. » Pensez bien que quand c'était entre les mains de Goldman Sachs, on ne risquait rien, on ne risquait surtout pas de voir Goldman Sachs succomber à la tentation de manipuler les marchés. Mais pour vous dire à quel point on était là au cœur de la machine, ce pauvre informaticien russe, en l'espace de quelques heures, on lui a mis aux fesses le FBI, la CIA, la NSA. C'est-à-dire qu'à la direction de Goldman Sachs, on peut passer un coup de fil et on a le numéro du chef, parce qu'il faut quand même, pour déclencher une enquête et lancer des recherches et retrouver au travers des traces de son téléphone portable ou n'importe quel autre moyen, retrouver ce pauvre informaticien. Pour déclencher ça, on peut dire quand même que la CIA a peut-être des choses plus urgentes avec tout ce qui se passe dans le monde que de courir après un informaticien russe accusé unilatéralement par sa banque d'avoir volé quelque chose. La preuve. Quelle est la preuve ? On n'a jamais demandé à Goldman Sachs de prouver que ce monsieur était bien parti de façon illégale avec un logiciel. Non, Goldman Sachs a décroché son téléphone et immédiatement les 3 plus grandes agences de renseignement américaines se sont lancées à la poursuite de cette personne, l'ont appréhendé, l'ont mis au secret. Et quelques années après, lorsque ce monsieur est passé devant la justice, on a reconnu qu'il n'avait absolument rien volé et que ce avec quoi il était parti, ce sont des recherches qu'il avait déjà effectuées, qu'il avait déjà produites avant de rentrer chez Goldman Sachs. Simplement que Goldman Sachs ne voulait pas que cet informaticien puisse aller développer un logiciel concurrent dans une autre structure. Voilà pour vous dire un petit peu comment les choses fonctionnent. Là, on touche vraiment du doigt où on est aujourd'hui, le trading algorithmique. Une petite... C'est particulièrement intéressant, cette anecdote. Elle met en relief plusieurs choses que vous avez évoquées, à la fois la manipulation de marché, puisque Goldman Sachs prétend qu'entre de mauvaises mains ça pourrait servir à manipuler le marché, mais bon, en vérité c'est qu'eux-mêmes l'utilisaient a priori
pour manipuler le marché, c'est ce qu'on peut... Ils sont accusés de manipulation des cours de l'aluminium. Bien sûr, non, ils sont, de toute façon, je ne sais pas quelle est la procédure à l'encontre d'une banque dans laquelle Goldman Sachs n'est pas mêlé aujourd'hui. Ils avaient échappé, paraît-il, au soupçon de manipulation des devises. Ça y est, ça vient de les rattraper. Aujourd'hui, on est le 20, donc ça date du 19. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul secteur dans lequel ils ne sont pas mis en accusation pour avoir truqué le jeu, pour dire les choses. Voilà. Et au-delà de ça, ça pose même des questions plus larges, comme vous avez cité, d'accointance entre des entreprises privées comme Goldman Sachs et un secteur public aux États-Unis par exemple. Donc ça soulève d'autres problèmes. Après, chacun de se faire son avis. C'est un peu dans la trempe de ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport aux éconoclastes, c'est-à-dire amener de la réflexion, des anecdotes, et ensuite donc je ferai des recherches et je publierai le lien vers cet article, puisque je suppose que ça avait été relayé par la presse, etc., cette affaire. Oui, moi-même je l'ai traité, vous retrouverez ça éventuellement dans les articles que j'ai publiés chez Agora. Voilà, donc j'ai repris des éléments, je ne veux pas me présenter comme le grand enquêteur qui a mis au jour une grande affaire, c'est pas du tout le cas. J'ai fait une petite synthèse, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est pas, à mon avis, pas plus mauvaise qu'une autre, mais si vous trouvez d'autres informations sur le net, vous y retrouverez à peu près les mêmes éléments. Je n'apporte rien de révolutionnaire, voilà. C'est simplement que j'ai tendance à m'intéresser évidemment aux acteurs qui ont les moyens de peser sur les marchés, les moyens technologiques, les moyens de renseignement, parce que bon, si la CIA peut se lancer aux trousses d'un petit informaticien, j'imagine que la CIA peut aussi fournir quelques renseignements utiles parfois à une banque qui manie des milliards sur les matières premières, sur les marchés de taux, etc. Donc voilà. Très bien. Alors, pour en revenir donc à la manipulation, ce que vous avez expliqué par rapport au carnet d'ordre, etc., très bien, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Vous avez cité l'entreprise qui va bientôt s'introduire en bourse aux États-Unis, qui a fait 1200 séances avec une seule séance de perte, je crois. Donc quasiment tout, enfin voilà, la totalité de leur séance gagnante. Ce qui paraît peu probable quand on connaît un peu la manière dont fonctionnent les marchés financiers, si on prend un risque réel et qu'on va réellement vers de l'investissement, donc on est plus dans de la manipulation. Mais est-ce que ça impacte réellement, est-ce que ça amène vraiment un problème pour des gens qui ont un profil plus classique d'investissement, qu'ils soient à long terme ou à court terme, puisque finalement ces manipulations, ces entreprises, combien même elles soient très importantes, elles aient beaucoup d'argent injecté, elles peuvent pas faire bouger les indices de plusieurs pourcents. À chaque fois, ça se joue sur des... C'est pas leur but. Est-ce que ça pose vraiment un problème pour des gens qui vont faire soit de la gestion classique, et soit institutionnelle ou particulier, et à votre avis, cette manipulation? Alors, la réponse peut pas être simple, j'ai horreur du simplisme en général. En théorie, le trading haute fréquence n'oriente pas un marché. Par contre, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il y ait de la volatilité. Le trading haute fréquence aurait même tendance quelque part à éteindre la volatilité, puisque quelque part ça corrige des erreurs de valorisation, des différences qui ne devraient pas. Donc le trading devrait au contraire rendre le marché plus stable et plus profond. Sauf qu'un marché stable et profond, c'est un marché qui n'est absolument pas rentable quand on fait du trading algorithmique. Il faut de la volate. Donc quelque part, il faut alimenter en permanence les marchés en rumeurs, souvent des fausses, hein, bien sûr. On n'est jamais capable de les sourcer, il n'y a jamais d'enquête qui aboutisse, donc c'est vraiment un vrai beurre. Donc des rumeurs circulent, un tel aurait déclaré ça, telle entreprise aurait envisagé de mettre la main sur, ou telle entreprise pourrait annoncer des rachats de titres. Enfin, on fait circuler des rumeurs, on crée de la volate. Parce qu'il y a quand même à la base une information qui génère des prises de position. Donc la volatilité, il faut la créer. Si on laisse faire le trading algorithmique, il va éteindre la volatilité. C'est d'ailleurs comme ça que se défendent ceux qui font ces métiers de contrepartie ou qui développent effectivement des systèmes de trading algorithmique. Ils se défendent en disant mais moi je participe à augmenter la profondeur du marché, au contraire à réduire la volatilité en corrigeant les anomalies. Alors qu'en fait si vraiment ils faisaient ça, ils n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte assez rapidement. Donc il y a déjà cet aspect là. Deuxièmement, il y a autre chose alors là, qui affecte véritablement le particulier ou le gérant de fonds, c'est la façon dont les programmes sont conçus.
Et alors c'est un petit peu comme dans Matrix, de temps en temps, la matrice se déchire, tout le décor disparaît, et là d'un seul coup on voit ce qui se passe, et c'est assez stupéfiant. Les algorithmes achètent ou vendent les actions par zone alphabétique. Ah oui? Oui. Et comment ça se fait? Alors tout ça, alors je ne peux pas vous l'expliquer parce que techniquement je ne suis pas un des concepteurs de ces programmes, moi j'observe ce qui se passe. Et d'un seul coup on voit que sur une zone de la cote, par exemple si on prend le S&P 500, vous allez voir par exemple dans les A, tout s'est bien passé pour les AB à AL, et puis d'un seul coup, à AK et jusqu'à AV, paf, les actions se mettent d'un seul coup à décaler totalement inexplicablement à la baisse ou à la hausse. Souvent c'est à la baisse. Ce qu'ils appellent des market glitch. Comme si on avait fait un gros doigt dans le temps, quand on passait ses ordres soi-même, on se trompait d'un zéro, on en passait 100 000 au lieu d'en passer 10 000, on était pressé parce qu'on avait le client au fil, paf, on appuyait, on envoyait un ordre. Au Japon, il y a eu des exemples célèbres où les gens ont passé 6 millions de titres à 6 yens, alors qu'en fait c'était le contraire, c'était 6 titres passés à 6 millions de yens. Bon, je caricature, mais on a vu ça. Donc ça, c'était des choses qu'on voyait, parce que la main humaine avait... Voilà, l'erreur avait commis, et on avait un petit peu franchi les garde-fous, parce que quand vous passez par exemple 6 millions de titres à l'achat, vous avez quand même un système qui vous dit: vous êtes sûr que vous voulez vraiment passer 6 millions de titres? Oui, clac, et voilà, c'est parti. Là, quand c'est des algorithmes, il n'y a vraiment pas de vérification, il n'y a rien, ça passe tel que. Et s'il y a un problème de programmation ou un bug quel qu'il soit, d'un coup vous apercevez que toute une tranche alphabétique, pouf, tombe à la verticale en quelques secondes, parce que les carnets d'ordre, je vous l'ai dit, ce sont des hologrammes, et puis en plus de ça, ils ont une profondeur qui est ce que j'appellerais une sorte de profondeur de pertinence, c'est-à-dire que personne n'anticipe que cette valeur va perdre ou gagner plus de 5% dans la séance. Pour ceux qui passent des ordres qui eux, vraiment vont rester dans le carnet. Je ne parle pas de tous les ordres qui disparaissent à la seconde ou à la microseconde, mais je parle des ordres qui sont vraiment passés en carnet. Donc on a des carnets d'ordre qui ont une pertinence à 5 au-dessus, 5 en dessous. Dès qu'on passe en dessous de 5, il n'y a plus rien. L'algorithme, lui, il s'en fiche, il déclenche en plus de ça des stops, et vous avez un titre qui vaut 96 $, qui tombe à 86 en quelques millisecondes. Je vous en cite un, c'était hier, c'était quand même Home Depot. Ah oui? Ouais. Ça pèse quand même quelques dizaines de milliards de capitalisation, et d'un seul coup, pouf, il y a eu un glitch, et le titre est tombé. Réaction du New York Stock Exchange, on annule toutes les transactions entre 93,33 et toutes celles qui ont eu lieu ensuite jusqu'à 86,50. Alors bien sûr, on annule pratiquement tous les jours sur des valeurs très secondaires des titres qui sont passés de 33 $, 2 cents. Et ça, c'est plutôt bien, puisque ça veut dire qu'il y a un garde-fou et qu'il y a, qu'on laisse pas justement ces entreprises qui cherchent à gagner de l'argent sur ces manipulations faire ce qu'elles veulent, puisqu'on annule les ordres quand on arrive à des choses, des aberrations qui n'ont plus de rapport avec l'économie réelle. Oui, l'aberration, par exemple, moi je vous prends le cas de Home Depot. On a annulé tout ce qu'il y avait entre 93,33 et 86,5. On a commencé la séance à 98. Il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'on soit allé en dessous de 96,50. Il n'y avait aucune raison. Donc tous ceux qui avaient des stops à 95, parce qu'ils se disaient mais pourquoi est-ce que Home Depot aujourd'hui passerait sous les 95? Il n'y a pas de raison. Si ça passe en dessous de 95, c'est qu'il y a une mauvaise information. Je sais comment les marchés fonctionnent, je serai le dernier prévenu, mais moi je veux pas être le dernier à vendre. Donc j'ai passé mon stop à 95. Il va être déclenché. Alors que, en fait, il n'aurait pas dû l'être. À 11h55, on tombe à 86,50, moi mes stops à 95 ils ont été déclenchés. Et à 11h56 et quelques dixièmes de seconde, on est remonté à 96. Bah moi dans l'histoire je suis quand même l'idiot de service. Voilà. Et il y a plein comme ça de transactions totalement inexplicables et qui se multiplient à la fin des séances. Vous voyez par exemple à 21h59 et 58 secondes, des fois 2 à 3000 transactions sur une valeur secondaire sur laquelle ce jour-là il n'y avait même pas le moins de commencement d'information. Bon, Cercle Finance fait de l'information concernant les entreprises, donc on sait un peu ce que c'est qu'une information. Donc là il n'y a pas d'information, même pas de rumeur, rien du tout. Et vous avez entre 2 et 3000 transactions en
2 secondes. Alors après ça, pour comprendre ce qui s'est passé, on peut visualiser ces échanges, il faut les passer au ralenti 1000 fois. Il faut ralentir 1000 fois les déplacements, les achats, ventes, etc. entre les différentes plateformes pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ces titres se mettent d'un seul coup à décaler ? Parce que ça se situe dans un plus vaste ensemble de manipulations. On cherche par exemple sur le S&P à obtenir 2000 à la clôture. Et le jour où on était en mesure d'atteindre les 2000, on a fini à 2000 et 0,2 cents. Et pourquoi ? C'est pour montrer, voilà, le S&P est à 2000, tout va bien pour l'aspect psychologique global des intervenants. Voilà, puis parce que ça permettait d'exercer des options, parce que à 2000, paf, on a pu comme ça faire éteindre des tas de produits dérivés de type turbo, etc. Qui était ciblé à 2000, qui est un seuil clé. Ouais. Voilà. Et on a fini à 2002. Comment a-t-on obtenu cette précision ? Ce jour-là, comme par hasard, vous avez plein de petites valeurs secondaires qui ont été tirées ou baissées pour ajuster exactement le S&P à 2000. Le lendemain, on fait 2000, pas 0,2,12. On gagne 10 centimes de point. C'est-à-dire que là, on était dans un ordre de précision qui est du millième de %. Et là encore, on ajuste en fin de séance pour être sûr d'avoir ces 2000, 0,2 plus quelque chose. On va travailler des petites valeurs comme ça à 21h59, 59 secondes et 40 centièmes. Et on va comme ça arriver à mettre l'indice exactement là où on l'a prévu. Alors, on peut se dire, tiens, c'est facile quand on est à 1999 sur le S&P de le tirer à 2000. Mais qu'est-ce qui nous dit que, en fait, quand on était à 1975, le but n'était pas déjà d'atteindre les 2000 à une date qu'on avait prédéterminée. Parce que quand on est capable, comme un vertu, de gagner 1000 fois consécutivement ou 1200 fois consécutivement, qu'on a des instruments aussi puissants que ce que Goldman ne voudrait pas voir tomber entre des mains indélicates, qu'est-ce qui nous dit qu'en fait, les marchés ne sont pas programmés ? Alors vous dites, c'est complètement idiot, parce que finalement, qu'est-ce qu'on en a affiche de gagner 25 points sur le S&P 500 ? Si on les gagne, on les gagne. Peu importe, si le marché est haussier, on les gagnera les 25 points. Et surtout que, a priori, on va dire, ce qui est souvent décrié, c'est justement tout ce qui est finance active, où on est là pour faire de la spéculation, mais par contre la finance plus classique, où on va acheter des entreprises, ça permet réellement de financer les entreprises, etc., c'est plutôt bien vu. Et en fait, ce qui se passe actuellement, cette manipulation, quelque part, ça porte plutôt les entreprises. Certes, ça sert aussi à publier de bons chiffres aux États-Unis, qui ne sont pas forcément le reflet de la situation concrète des différents individus, mais ceci dit, il y a beaucoup d'Américains qui ont leur épargne en action, et cette hausse soutient plutôt leur épargne et leur pouvoir d'achat. Ça, est-ce que c'est une réalité aussi ? Un marché qui est manipulé pour le faire monter, à la limite, le mot manipulation, il est même de trop. Si, effectivement, on se situe dans un marché haussier, je n'ai aucun doute, depuis longtemps, sur le fait que le marché soit haussier. J'ai d'autant moins de doute qu'il est haussier qu'il n'y a qu'un acheteur unique et que je sais exactement ce que cet acheteur souhaite et comment il s'acharne à faire que le marché soit irrévocablement, irréversiblement haussier. Ce sont les banques centrales, elles veulent la hausse des marchés. Dès que ça baisse, il y a une déclaration de façon à entraîner un rebond et un retour de l'optimisme. Donc on sait que ces marchés sont haussiers. Donc j'ai pas de problème avec la tendance. Qu'on veuille faire monter les marchés, ça enrichit tout le monde. J'en suis d'accord. Alors, où se situe, il y a un loup. Où se situe le loup ? Gagner ces 25 points entre 1975 et 2000, ou maintenant entre 2000 et 2050, pourquoi pas ? Si on s'était fixé comme objectif 2050, pourquoi pas ? La tendance fait que on va être naturellement dans l'anticipation d'une ascension vers 2050, puis 2100, puis les objectifs qu'on fixera. Mais il y a un loup. Parce que moi, si j'achète des options, parce que à 2000, je me dis que je verrai bien 2050 avant le 22 novembre. Si j'ai des options, elles vont rien me rapporter. Oui. Parce que la volatilité ne présente pas grand intérêt. Là où se situe véritablement pour moi le fond de presque une escroquerie, c'est que si on sait exactement à quelle date
l'indice sera à quel niveau, à ce moment-là, on peut vendre de façon illimitée des options ou vendre de façon illimitée de la volatilité. Les dérivés de volatilité, le fameux VIX, qui est le baromètre du stress sur le marché et qui donne lieu à des dérivés que l'on achète ou que l'on vend. Dérivés qui eux-mêmes sont adossés au nombre de puts ou de calls qui sont négociés. S'il y a beaucoup de puts, on a un VIX qui grimpe, et si le rapport bascule en faveur des calls, le VIX voit son niveau baisser jusqu'à des planchers historiques absolument invraisemblables de 12 voire 11 cet été. Des niveaux qu'on n'avait jamais vus sur le VIX. On n'avait jamais vu autant de gens optimistes sur l'avenir que cet été, et un VIX à 11 ou 12. C'est carrément impossible. Mais qu'est-ce qui est cette véritable mine d'or que constituent les dérivés ? C'est que beaucoup d'opérateurs sont obligés de se couvrir face à des marchés qui sont gonflés à l'hélium. Tout le monde sait qu'il n'y a plus aucun rapport entre la valorisation des actifs et le risque qu'on court sur l'obligataire, et qu'il n'y a aucun rapport entre la valeur des actions et les profits réels qu'elles engrangent. On sait qu'on est dans un système de bulles. Alors on sait très bien qui l'orchestre, on sait qui tire les ficelles, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc on se couvre, donc on achète de la prime. Et la prime, elle est systématiquement encaissée par ceux qui la vendent. Et ceux qui la vendent n'encaissent systématiquement la prime que parce qu'ils savent exactement qu'il n'y a pas de risque que cette prime, d'un seul coup, se mette à progresser de façon imprévue. Et il se trouve que ceux qui encaissent la prime sont également ceux qui avancent l'argent à ceux qui opèrent sur les marchés. Donc, ils prêtent, en sachant qu'ils ne prennent pas de risque en prêtant. Si les gens jouent la hausse du marché, ils vont gagner, c'est sûr, les marchés vont monter, mais ils vont avoir comme bonus, en plus de ça, le fait d'encaisser la prime, parce que eux, ils savent qu'ils peuvent vendre de façon illimitée de la volate, puisqu'ils savent que cette volate ne va pas monter, puisque eux-mêmes ont les instruments technologiques pour l'écraser. Donc, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, tandis que ceux qui sont en face, qui empruntent de l'argent, c'est eux quand même qui assument le risque. Exact, puisque quoi qu'il arrive, vous dites qu'il y a une logique derrière, effectivement, mais ceci dit, je pense, quoi qu'il arrive, les marchés, même s'il y a possibilité de les manipuler, et de toute façon, objectivement, c'est le cas actuellement, et même officiellement de la part des banques centrales, c'est clairement leur discours, c'est-à-dire, voilà, la situation est difficile, on imprime de la monnaie qu'on injecte pour soutenir le secteur économique, et ça passe d'abord par les banques, et on voit que la plupart de ces relances vont plutôt sur les marchés financiers qu'à l'économie réelle, il y en a qu'une petite partie qui va à l'économie réelle. L'écume des choses, oui. Et du coup, on est quand même soumis derrière à des aléas qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, par exemple, en ce moment il y a la tension par rapport à l'Ukraine, on va également au Moyen-Orient, il y a toujours des choses qui peuvent partir, on va dire en vrille, et ça peut avoir un impact réel sur les marchés financiers. Donc il y a quand même cette notion de risque, donc c'est une logique de manipulation, mais peut-être que ça va pas fonctionner comme ça indéfiniment. Il y a un moment où on va revenir des marchés. Se couvrir contre le risque, c'est incontournable. Vendre des options quand on est un gérant pour améliorer la rentabilité du portefeuille, c'est aussi une stratégie constante. Pour vendre la prime et l'encaisser, il faut aussi avoir en face de soi des acheteurs. Et les acheteurs sont pas naïfs, ils savent comment ça fonctionne. On sait très très bien que c'est manipulé. Donc ceux qui achètent cette prime, ils le font parce qu'ils y sont quand même un petit peu obligés. Sinon, il n'y aurait plus du tout de contrepartie. Oui. Plus de contrepartie. Tout le monde a compris que les banques centrales veulent que les marchés montent. Tout le monde a compris que les initiés, j'invente rien, sont au courant du contenu des délibérations de la Fed avant qu'elle soit publiée et avant que le commun des mortels puisse en prendre connaissance. C'est même tellement institutionnalisé que la Banque centrale américaine s'est choisi un correspondant du Washington Post à qui il donne les meilleures feuilles ou les passages clés d'un communiqué. Généralement, vous voyez que 99% du communiqué précédent est repris dans les appréciations économiques, le diagnostic, et puis il y a une toute petite virgule qui a été déplacée, où il y a un adjectif, on l'a augmenté ou on l'a réduit. On était extrêmement... Non, on devient très. Le extrêmement et le très n'ont pas la même signification. On voyait une période de temps très étendue,
si on supprime le très étendu, ça veut dire que on change le timing, on change la vision du timing du marché. Donc quand il y a dans les délibérations de la Fed un petit changement, on en avertit le marché, mais pas tout le monde. Uniquement quand même ceux qui ont, on va dire, des contacts privilégiés ou qui collaborent avec la Fed. Donc, de toute façon, avant les communiqués de la Fed, il y a déjà des gens qui sont au courant. C'est un principe d'initiation, et la Fed le défend même, puisqu'elle explique qu'aujourd'hui, son principal problème, c'est pas de savoir si maintenir les taux bas aura un effet ou pas, puisque ça n'en a pas. Ça ne fera pas repartir l'inflation, ça ne fera pas repartir la machine économique, et ça n'enrichira pas l'homme de Main Street. Mm-hmm. Le problème de la Fed, c'est de savoir comment elle doit communiquer de façon à ce que les marchés ne subissent pas ce que j'appellerais un effet seau d'eau froide. Donc, elle distille, ou au travers des interventions de tel ou tel de ses membres, elle distille des petits indices, de façon à ce que lorsque le communiqué sort, le marché est parfaitement serein. Quand je dis le marché, c'est 5 intervenants. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui, il y en a 2. Goldman Sachs, bien sûr, parce que c'est celui qui a les meilleures informations et les machines les plus puissantes. Et le deuxième, c'est JP Morgan, puisque JP Morgan détient en conservation 43% de tout ce que la Fed de New York a acheté par le biais des QE depuis 2009. En gros, JP Morgan détient exactement 1,7 trillion, c'est-à-dire 1700 milliards d'instruments obligataires divers. 1700 milliards, c'est exactement le montant des MBS rachetés par la Fed depuis l'origine. Puisqu'elle achète un peu d'ABS, des MBS, dérivés d'emprunts hypothécaires, et les bons du Trésor, la totalité du 30 ans, et 40-45% du 10 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un intervenant sur le marché qui gère et qui conserve 43% pratiquement de tout ce que la Fed a acheté. Cet opérateur-là est absolument tout puissant sur le marché. Vous détiendriez déjà ne serait-ce que 10% des positions sur un instrument quel qu'il soit, vous êtes déjà dominant. On peut imaginer que JP Morgan, quand la Fed va mettre plus ou moins d'argent au guichet dans le cadre de ses interventions, JP est le premier à le savoir. On a arrêté les quantitative easing, donc tout le monde se dit ça y est, c'est fini les injections. Ouais. Non, la Fed a dit qu'elle allait équilibrer son bilan maintenant, le fixer à 4500 milliards. Étant donné que chaque année, il y a 8% d'instruments qui viennent à échéance, qui sont remboursés, pour maintenir son bilan, il faut donc que la Fed continue d'acheter des instruments obligataires à hauteur de 400 milliards par an. Ça fait quand même beaucoup d'argent, sachant que son dernier QE a eu une amplitude de 1300 milliards. Donc vous voyez que la Fed elle continue d'être très active. Quand vous avez un intervenant comme JP Morgan qui va pratiquement opérer tout ce que la Fed va ramasser ou vendre sur le marché, vous savez exactement combien il y aura d'argent en jeu, et à partir du moment où vous savez quel est le niveau de la liquidité, sa vitesse de déplacement, vous êtes totalement maître du marché. Si vous êtes totalement maître du marché, vous pouvez vendre de la volatilité indéfiniment, sans avoir jamais le risque de vous voir exposé à une perte. Et tous les mois, eh bien, ceux qui se couvrent sont absolument certains de perdre cette couverture, cette assurance, mais qu'ils sont obligés de prendre néanmoins, comme nous qui circulons en voiture ou en scooter, on est obligé de prendre une assurance en espérant ne jamais se casser la figure. Ça peut toujours arriver, alors que dans le marché, a priori, ça n'arrivera pas, sauf le jour où ça va arriver, et ça va être, à mon avis, un désastre absolu, puisque tout le monde pense que ça peut continuer de fonctionner comme ça et que le système est en équilibre. Et donc il y a plein de gens qui se sont d'ailleurs positionnés comme réassureurs, puisqu'ils pensent qu'il n'y a pas de risque. Un petit peu comme AIG en 2007 réassurait tous les portefeuilles obligataires, tous les MBS, et d'autres, vous vendez aussi de la prime,
puisque le marché il avait qu'un seul sens, et que donc ceux qui payent la prime étaient sûrs de la perdre, et que les assureurs étaient sûrs de l'encaisser. Et puis le jour où le risque s'est manifesté, en fait aucun assureur n'avait la moindre liquidité pour payer la prime. Voilà. Donc c'est un peu voilà dans quoi nous nous situons aujourd'hui. Donc on est en train de nous refaire en fait 2007. Donc aujourd'hui, c'est plus les subprimes, mais c'est des choses qui y ressemblent beaucoup. Alors il y a tout le shadow banking en Chine, et où nos banques sont très très engagées. Elles sont actives en Chine, et donc elles ont en face d'elles un système bancaire qui produit du subprime à des niveaux qui, je pense, n'ont rien à envier à ce qu'on avait aux États-Unis en 2007. On a des banques qui prennent d'énormes leviers sur les instruments obligataires parce qu'il n'y a plus de rendement. Donc pour dégager du 10%, quand on a 1,15 par exemple sur le l'OAT, aujourd'hui on prend des leviers 7, 8, 10 pour obtenir ces 10% de rendement. Et c'est pourquoi il est très important que les taux ne montent pas, les taux au jour le jour ne montent pas, puisque quand on prend du levier, ce qu'on peut gagner en prenant 10 fois une position sur un instrument qui rapporte 1%, c'est annulé si d'un seul coup, le coût de cette masse qu'on a empruntée revient plus cher. Donc il faut absolument que les taux restent à zéro pour continuer de prendre du levier de façon illimitée et encaisser le rendement des instruments financiers. Très bien. Voilà, donc on a de nombreux exemples précis sur votre vision des choses.